Ils sont avec... Ils sont avec nous, nos invités de ce jour, pour disséquer, parler, donc débattre les thématiques qui vous intéressent sur AfroWeb TV. Bienvenue à cette seconde partie si vous êtes en ligne avec nous pour votre émission Avis de la diaspora. Nous sommes avec le citoyen engagé depuis l'Europe, M. Amedoji Kokou, et M. Apom depuis les États-Unis. Merci, vous êtes défenseur des droits de l'homme. On viendra surtout sur les thématiques des droits de l'homme dans quelques instants à l'autre. Nous constatons tous que beaucoup de démarches sont faites par les opposants à l'issue donc des élections présidentielles. Mais quelles sont les causes exogènes et endogènes donc de ces échecs que nous savons aujourd'hui? On constate probablement aussi dans plusieurs pays africains qu'il y a des opposants, d'autres qui fuient leurs responsabilités à un certain moment donné, d'autres qui restent également sur le terrain pour combattre en bonne et due forme. Qui sont les vrais opposants et comment est-ce qu'on peut analyser tous ces cas concernant ces échecs des opposants aux élections présidentielles? Monsieur Amedoji, dites-nous en termes clairs, qu'est-ce qui constitue au fait les échecs de ces opposants africains aux élections présidentielles? Je crois que d'office, il y a le cadre institutionnel qui leur est défavorable. Ça, c'est le premier challenge. Vous savez, on dit souvent qu'un bon dictateur n'organise pas des élections pour les perdre. Et là, on peut parler également du soutien que beaucoup de dirigeants africains, surtout les dictateurs, ont de la part de leurs mentors occidentaux. Vous savez, un des principes, je dirais même sacré de la démocratie, c'est la liberté du choix. C'est-à-dire, celui qui préside à la destinée d'un pays devrait recevoir l'onction de son peuple, donc doit être élu. Mais à partir du moment où le processus électoral est systématiquement biaisé pour faire en sorte que ce ne soit pas le vrai gagnant qui soit proclamé vainqueur, on peut comprendre que les opposants en Afrique, généralement, dans les pays où sévit la dictature, soient souvent reconnus en échec, ou en tout cas, soient proclamés vaincus, ou en tout cas, vaincus à l'issue des processus électoraux. Ça, c'est un problème. Maintenant, on pourrait dire pourquoi est-ce que ces opposants, poser la question, pourquoi est-ce que ces opposants-là, sachant bien que les dés sont pipés, n'exigent pas, avant d'aller compétir, Nous venons de perdre M. Amedoji. Monsieur Léandre Apom, répondez à ma première question. Quelles sont les causes endogènes et exogènes donc, de ces échecs des opposants? Merci, en espérant que Philippe nous revienne. Et je crois que les causes, je commencerai par les causes exogènes. Philippe est en train d'en parler déjà. Nous sommes sortis, en tout cas pour les pays africains colonisés par la France, nous sommes sortis de la colonisation il y a une soixantaine d'années. Le colon qui dit sur les ressources africaines, ne voulant donc pas se libérer de ces ressources, donc est revenu avec le néocolonialisme. Et après avoir assassiné tous les chefs d'État qui ont œuvré pour l'indépendance, oui, ils ont placé donc des valets locaux que d'autres appellent des sous-préfets de la France. Donc ces personnes sont reconnues comme des dictateurs et qui ont régné pendant très longtemps sur leurs pays respectifs avec
la bénédiction donc, de la métropole. Et donc, pour cela, la France, ou en tout cas le pays impérialiste, ne permettra jamais que des gens éveillés de conscience puissent prendre le pouvoir parce qu'ils vont vouloir régler les comptes avec la France. C'est le cas avec le Mali, c'est le cas avec le Burkina, c'est le cas avec le Niger. Ce que la France a toujours redouté et il l'a reçu en pleine figure avec ces trois pays que je viens de citer. Et donc, c'est dangereux pour la métropole de permettre qu'il y ait une vraie démocratie en Afrique, et surtout en Afrique francophone. Pour cela, elle met tout en œuvre pour empêcher que les oppositions africaines, les vraies oppositions, puissent prendre le pouvoir un jour dans ces pays, surtout francophones. L'autre erreur, à la fois endogène et exogène, ce sont nos propres leaders politiques de l'opposition qui se réfèrent toujours à cette même métropole quand ils sont lésés durant les élections. Ils font toujours appel à cette même métropole, aux médias contrôlés par cette même métropole. Donc finalement, ces opposants sont dans un engrenage ou dans une situation inextricable. Et ils se retrouvent finalement lâchés parce qu'en réalité, le plan, c'est de les faire tomber. Ils n'accèdent jamais au pouvoir afin donc de rentrer en guerre frontale avec la métropole. Donc c'est un agenda qui est très bien entretenu à la fois par l'impérialiste et les valets locaux. Je peux citer des gens comme Faure Gnassingbé qui n'hésitent pas à lécher les culs, m'excusez le terme, de Emmanuel Macron, de même que Ouattara, de même que le président sénégalais Macky Sall, et aujourd'hui peut-être avec le président béninois que j'avais entre-temps apprécié, mais qui est en train aussi aujourd'hui de manger dans le même plat que le diable macronien. Donc c'est des gens qui ont compris, ces trois pays par exemple, qu'ils doivent se démarquer. Donc ces opposants qui, au niveau exogène, n'ont pas compris que c'est ce même colon qui est en train de tisser les ficelles, au niveau endogène, agissent en fonction. D'abord, ils pensent qu'ils vont avoir la bénédiction de la communauté internationale et pour un oui, pour un non, ils se réfèrent à la communauté internationale malheureusement. Et donc, pour cela, ils ne prennent pas le temps de préparer la base, qui est la population, les membres de leur parti politique. Ils ne prennent pas le temps d'éduquer les membres de leur parti politique afin que le sentiment patriotique, le sentiment nationaliste puisse les animer et que le combat puisse commencer à la base. Si nous voyons les réussites au Niger, au Burkina et au Mali, c'est aussi parce que il y a eu Thomas Sankara, par exemple, au niveau du Burkina Faso, qui a éduqué la conscience citoyenne du Burkinabé. Et désormais, le Burkinabé, le peuple burkinabé est plus puissant que les dirigeants du Burkina Faso. Si aujourd'hui, le Burkinabé ne veut plus de Traoré, il suffit qu'il se mobilise et il descend dans les rues et Traoré est déposé, tout simplement. De même que aujourd'hui le Mali, de même que le Niger. Donc, vous voyez, ces opposants politiques n'ont pas réussi à avoir une fondation au niveau de leur parti politique. Ce qui fait que, au sein de leur propre parti politique, quand il y a de petits problèmes, il y a dislocation. Les leaders qui ont un peu d'influence sortent pour aller créer un autre parti politique et ainsi de suite. Si je prends le cas du Togo, je parlerai par exemple du CUT et du PTP. Le PTP est toujours au pouvoir jusqu'à ce jour sous d'autres noms, à savoir le RPT et UNIR. Alors que aujourd'hui, jusqu'alors, la première, le CUT a été juste au pouvoir pour 3 ans ou 2 ans et demi
Et depuis jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours au sein de l'opposition sous d'autres noms, à savoir l'UFC et l'ANC. Et c'est bien dommage. Et au niveau de l'ANC également, il y a deux petits partis qui sont sortis. Il y a eu le parti de Jimon Auré. Vous voyez, donc c'est des effritements qui renforcent plutôt le pouvoir en place et affaiblit les oppositions africaines. Parce que n'ayant pas une base solide, les revendications post-électorales ne sont pas vraiment renforcées. Et on tourne vers l'Occident, on tourne vers la communauté internationale qui aussi a son agenda sur l'Afrique. Voilà un peu, d'une manière très ramassée, le problème donc de ces opposants africains qui ne réussissent jamais ou presque jamais à reprendre le contrôle une fois qu'ils ont été déclarés vaincus alors qu'ils étaient les vrais vainqueurs. C'est Lou Galant Diallo en Guinée, Agbeome au Togo, Jean Ping au Gabon, André Obama au Cameroun et d'autres encore que je ne voudrais pas citer. Donc, vous voyez, c'est le problème. La base n'est pas solide. Et la deuxième, c'est que on se réfère toujours à la communauté internationale et les problèmes internes de nos partis ne sont pas circonscrits. Merci. Alors, M. Amedodi, tout à l'heure, vous parlez vous aussi donc des causes des échecs des opposants aux élections présidentielles. Je vais vous laisser terminer, mais poser de même cette deuxième question. À qui revient la responsabilité? Est-ce que la responsabilité revient seulement aux colonisateurs, au peuple ou à nos opposants eux-mêmes? En fait, les responsabilités sont partagées. Donc, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé un tout petit peu des causes exogènes, c'est-à-dire le cadre généralement inique ou inéquitable dans lequel les élections se déroulent. Donc, les dés sont pipés, le dirigeant sortant s'organise ou bien met en place une structure institutionnelle et constitutionnelle qui défavorise ses adversaires politiques. Il y a les causes endogènes également, pour comprendre que ce n'est pas seulement la responsabilité ou non la faute du dirigeant sortant, en l'occurrence les dictateurs, c'est aussi, et Léon l'a dit tout à l'heure, c'est la faute à certains des opposants en Afrique. Lorsque vous savez que un pot de terre a difficilement raison contre un pot de fer, qu'est-ce que vous faites? Vous vous organisez pour être en tout cas aussi fort que le pot de fer. Mais on voit souvent, et Léon l'a dit, l'émiettement, l'effritement, au lieu de se rendre en rang serré, ils se rendent à ces élections-là en rang dispersé. Et vous savez, et on le voit encore en perspective, le grand Congo, ou République démocratique du Congo, qui s'apprête à aller aux élections le 20 décembre prochain, il y a une vingtaine, 25 ou 26 challengers à Tshisekedi. Or, c'est un pays dans lequel la loi dispose que l'élection présidentielle est à un tour. Donc, il suffit que le président sortant s'octroie ou bien parvient à avoir 15% et que les autres aient 10%. Au lieu de se regrouper pour dépasser ces 15%-là, ici, ils vont rendre en rang dispersé. Donc, c'est aussi un problème, je crois, d'égoïsme, ok, ou bien, oui, d'égoïsme, voire même un problème de stratégie au niveau de la classe politique, surtout au niveau de l'opposition dans certains pays où, au lieu de s'organiser pour augmenter les chances de battre le président sortant, les gens s'y rendent en rang dispersé. Dernière chose, vous parlez du peuple. C'est vrai, dans certains pays, les peuples ou le peuple se soulève. Nous venons encore de perdre M. Amedodi, malheureusement. Monsieur Léandre, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis toujours là. Merci. Nous pensons qu'il va nous rejoindre dans un instant à l'autre. Mais bien avant,
je ne sais pas s'il est revenu. Il n'est pas encore revenu. Alors, Monsieur Léandre, il est déjà là. On va le laisser terminer. Mais, Monsieur Amedodi, on ne vous écoute pas. Il y a un problème de son. Vous nous écoutez? Monsieur Amedodi nous écoute très bien, mais on n'a pas son feedback ici au studio. Monsieur Apom, et vous m'écoutez très bien? Oui, je t'écoute très bien, mais je n'entends pas. Monsieur Amedodi. Yeah. En attendant que son problème ne se règle, monsieur Apom, il parlait à l'instant donc des opposants qui vont aux élections percées et d'autres qui... quelle est votre réaction par rapport à ça? Est-ce que l'union doit faire réussir en fait l'opposition? Oui, je crois que Philippe a tout à fait raison dans ce qu'il est en train de présenter comme facteur endogène, parce que on le dit, l'union fait la force. Et ça, on ne peut pas critiquer cela, on ne peut pas remettre en cause cette maxime-là de l'union fait la force. Tant qu'on est unis, on gagnera toujours. Et c'est l'erreur que l'opposition a toujours commis. D'abord l'égoïsme et ensuite le manque de volonté d'écouter le peuple, parce que le peuple est toujours le même quand il s'agit d'un opposant ou d'un autre opposant. Donc si on peut comprendre que l'union fait la force, on devra donc laisser nos égoïsmes de côté, nos égos de côté, et d'abord écouter les aspirations du peuple. Une fois que le peuple aura, en tout cas une fois que l'opposition aura gagné, je crois que chaque leader de l'opposition aura désormais les coudées franches pour accéder au pouvoir avec les institutions qui seront désormais démocratiques. Parce que, comme Philippe l'a dit, la première raison, c'est aussi parce que le pouvoir en place, le dictateur en place, met en place les institutions pour qu'ils puissent se maintenir au pouvoir. Le cadre électoral est pipé déjà, la liste électorale, les moyens. Donc, le dictateur utilise toujours les moyens de l'État. Et vous allez remarquer que pour les élections au Togo de 2020, le gouvernement n'a pas octroyé les fonds à l'opposant Agbeome de l'opposition pour pouvoir faire sa campagne, alors que ça fait partie de la Constitution et du code électoral. Donc, vous voyez, le problème, c'est d'abord aussi le fait que ils ne sont pas unis, mais également, ils n'ont pas préparé la base. Parce que si je prends encore et toujours l'exemple du Togo et des élections présidentielles de 2020, si la nuit de la proclamation des élections provisoires par la CENI, si toute l'opposition qui avait sorti des déclarations cette nuit-là se mettait autour du docteur Agbeome, je crois qu'ils constitueront une force qui pourrait renverser la vapeur. Mais le lendemain, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les gens se sont désolidarisés du docteur Agbeome, abandonnant donc Monseigneur Kodjo à son triste sort, ainsi que le peuple qui a donné sa bénédiction à ce monsieur. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu comme ça aussi, un peu partout en Afrique et au Congo également, avec Martin Fayulu, qui en fait avait gagné les élections. Mais il n'avait pas vraiment cette base, il n'avait pas préparé un plan B pour dire que si nos élections étaient volées, voici ce qui va se faire. Donc, on a tellement trop confiance au peuple et à la communauté internationale qu'on ne met pas en place une bonne stratégie de prise de pouvoir. Et c'est ça le malheur de ces oppositions africaines, surtout francophones. Je crois que s'il est revenu, il pourra... Bien avant donc qu'il ne revienne, nous avons un téléspectateur en ligne. Téléspectateur, bonjour. Vous êtes sur AfroWeb TV. Allez-y pour votre intervention. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Bonjour à tous. C'est Wadia qui vous appelle depuis
un long bout de temps. Que je n'ai plus l'occasion d'intervenir. Ça fait le plaisir de vous suivre aujourd'hui et je voudrais apporter ma contribution. Allez-y donc. À l'émission. Yeah, merci. Allez-y. Oui. Donc, j'ai déjà raté la première partie, mais je vais quand même intervenir concernant l'échec des oppositions en Afrique. Et moi, je dirais que les oppositions, majoritairement dans beaucoup de pays africains, ne sont pas assez organisées. Ils ne sont pas assez organisés. Et deux, ils dirigent. On ne peut pas, à un certain moment, reprocher un certain nombre de choses pour pouvoir en place. On ne peut pas reprocher un certain nombre de choses pour pouvoir en place et diriger les partis politiques d'opposition. Au sein de ces partis politiques-là, on les dirige avec la même stratégie ou le même système de gouvernance que les pouvoirs en place. C'est ce que je veux dire par là. Vous voyez, il y a un certain nombre de partis politiques en Afrique d'opposition qui sont menés par un certain nombre de personnes, un certain nombre de leaders. Quand nous prenons par exemple l'exemple du Togo, dans l'opposition, on a toujours connu des gens qui sont sous ces partis d'opposition-là, qui sont considérés comme les meneurs de jeu. Et une fois que la carrière de la personne finit, une fois que la personne peut-être est frappée par l'âge, le parti est fragilisé. En quelque sorte, c'est comme sans cette personne, le parti n'existe plus. Le parti a perdu ses forces. Si nous prenons l'exemple, par exemple, en Guinée, aujourd'hui, si Célène Diallo n'est plus là, c'est comme si le parti n'existe plus. Nous avons vu par exemple au Gabon, je donne ces exemples parce que j'ai entendu l'autre panéliste qui a aussi cité ces pays-là. Donc je parle de ces exemples pour dire que ces pays-là, vous voyez qu'il y a des leaders d'opposition qui sont presque des rois de leur parti politique. Alors que nous reprochons au pouvoir en place qui dirige avec des mains de fer, qui dirige avec une dictature, qui reste au pouvoir plus longtemps. Mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas de renouvellement au sein du parti pour nous donner des forces dans le parti. Mais le parti, une fois que quelqu'un crée un parti politique, la personne est considérée comme le roi du parti et elle pense que sans elle, le parti ne peut pas aller aux élections et gagner. Mais il faut aussi qu'il y ait des changements, il faut qu'il y ait des changements de stratégie, il faut qu'il y ait des propositions au sein du parti pour dire que non, ça peut être X ou Y qui a créé le parti ou qui est le président du parti, mais nous constatons qu'il y a encore quelqu'un derrière qui a plus de propositions à nous faire et que cette personne est mieux placée pour diriger le parti. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, on ne peut pas reprocher au pouvoir majoritairement d'être des dictateurs ou d'être des dirigeants, d'être dans un système de gouvernance qui n'est pas approprié et au même moment avoir des partis d'opposition gouvernés par des gens qui veulent forcément que ce soit par eux que l'alternance ou que le parti gagne les élections. Merci. Voilà. Donc, un peu, c'est ce que je voulais contribuer pour dire qu'il faut qu'il y ait un changement de paradigme, il faut qu'il y ait un changement de stratégie dans la façon dont on conduit les partis politiques et surtout de l'opposition dans nos pays. Merci Monsieur Wadja de nous avoir appelé. Monsieur Amedodi est revenu avec nous. Alors Monsieur Amedodi, nous sommes à la fin de cette seconde partie, malheureusement aussi. Dites-nous, quelle est la proposition que vous faites aux opposants? Disons, ça se passe en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, il y a le cas d'Ousmane Sonko aujourd'hui qui est entre les deux clous. Et puis, il y a ça chez vous au Togo et puis d'autres cas similaires en Afrique. Quelle est la proposition et la meilleure stratégie que vous proposez? Et dites-nous-le nous et on vous écoute. On n'a pas toujours le son, Monsieur Amedodi. On n'a pas toujours le son de Monsieur Amedodi.
je pense que on n'a pas toujours le son de M. Amedodi. Bien avant que M. Amedodi ne réponde, M. Léandre, allez-y, M. Apom. Oui, une solution. Je crois que je suis d'accord avec l'intervenant, le téléspectateur qui a parlé également du système de gestion des partis politiques de l'opposition. Et je crois que je vais attribuer, le nom que je peux attribuer à ça, à cette façon de gérer, c'est le messianisme. C'est-à-dire que c'est des opposants qui sont arrivés comme s'ils étaient les messies, qui sont à même de sauver le pays. Et donc, épris donc, de cette, je dirais, de cette sorte de mission messianique, ils se retrouvent irremplaçables dans leur parti politique. Et dès que ils sont en disgrâce, c'est le parti qui tombe. Et on a connu, et on continue d'expérimenter cela dans plusieurs pays. Le leader de l'opposition reste le leader à vie. Lorsque nous reprochons la même chose au pouvoir en place, qui veut gérer à vie le pouvoir à lui confié, ou quelquefois le pouvoir qui a été transmis par hérédité. Donc je crois que le problème aussi au sein de nos partis politiques, on l'avait déjà dit, mais il a évoqué un aspect très important. Il faudrait qu'il y ait de la finance au sein de leurs partis politiques également, qu'il y ait des élections pour montrer au peuple qu'en fait, nous sommes différents de celui que nous combattons et que nous sommes prêts à accepter les choix des membres de nos partis, organiser des élections au sein du parti pour renouveler l'équipe dirigeante du parti. C'est très important parce qu'ailleurs, au niveau des coalitions, on ne l'a pas évoqué également, il y a eu certaines tentatives de coalition pour affronter le pouvoir en place, mais ce caractère messianique vient toujours peser dans la balance, ce qui fait que il y a certains opposants qui se disent si ce n'est pas moi qu'on choisit pour représenter la coalition, alors ça ne marchera pas. Et ils font tout pour que ça ne marche toujours pas. Donc voilà, c'est aussi ça la triste réalité. Une autre raison, c'est que quand la lutte est trop longue, ça fait créer, la lassitude fait surface, le découragement et la délation également, parce que chacun veut vivre avant de mourir, et il y en a qui sont obligés donc de rentrer en intelligence avec le parti au pouvoir pour, vous voyez, gagner quelques miettes, parce que les partis politiques, les membres des partis politiques qui ne contribuent plus, qui ne cotisent plus, le parti est en train de tomber, il faut trouver des ressources quelque part, et parfois, ils vont commettre le péché par des moyens détournés, de recevoir donc des fonds du parti au pouvoir, et ils deviennent donc des partis officiels de l'opposition, accrédités par le pouvoir en place, et ils deviennent quoi? Des obstacles pour l'opposition vraie qui a envie d'apporter le changement dans le pays. Je crois que la leçon à tirer pour les futurs leaders de partis politiques qui veulent accéder au pouvoir, la première chose, c'est d'éduquer le peuple. Deuxième chose, c'est d'avoir une stratégie renforcée. Un plan A, un plan B. Également, avoir des liens avec les autres leaders des partis politiques de l'opposition. Ne pas toujours entrer en guerre avec les autres. Ne pas créer une sorte de concurrence avec les autres, mais créer une atmosphère de bon voisinage avec les autres partis politiques pour faciliter une coalition éventuelle s'il faille, si on a besoin d'une énergie plus élevée que celle du pouvoir en place, parce que seul, on n'y arrivera pas. Merci. Merci. Monsieur Amedodi, vous nous écoutez? Je vous entends. Parfait. Dites-nous maintenant votre conclusion. C'est vrai qu'on a vu un peu plus de problèmes. Désolé pour les multiples coupures. Maintenant, c'est bon.
Il n'y a pas de problème. Alors, dites-nous votre conclusion. Qu'est-ce que vous vous proposez en tant qu'intellectuel de la diaspora? Puisqu'on doit souvent la diaspora aussi que vous n'êtes pas sur le terrain pour acter comme les autres et vous ne faites que avoir de beaux discours sur la télévision et sur les plateformes. C'est vrai. Ils n'ont pas tort, mais bon, quelque part, je crois qu'il faudrait raison garder, pouvoir identifier raisonnablement et je dirais honnêtement certaines responsabilités. Léandre a parlé du tort des dirigeants sortants qui ont généralement l'intention de pérenniser leur pouvoir à vie. Léandre a parlé de l'ego surdimensionné de certains leaders politiques de l'opposition qui ne font pas mieux au niveau de la gouvernance interne de leur parti, alors qu'ils reprochent justement à leurs challengers ou en tout cas au président sortant de refuser l'alternance. Donc j'insiste là-dessus et c'est la question qu'il faut leur poser. Est-ce que au sein des partis, de nos partis d'opposition dans beaucoup de pays d'Afrique, est-ce que cette alternance est permise? Est-ce que les conditions d'alternance au niveau de la direction des partis de l'opposition en Afrique, est-ce que les conditions sont réunies? Donc ça, c'est également un gros problème. Le dernier problème que j'aimerais aborder et qui est très très important, c'est le peuple. Vous savez, on l'a dit tout à l'heure, la démocratie se fonde sur la volonté du peuple. Lorsque les élections se déroulent dans des conditions iniques, qu'il y a trafic, qu'il y a duperie ou bien qu'il y a mensonge sur la vérité des urnes, qu'est-ce que le peuple fait? Est-ce que le bon comportement des populations, c'est de rester zen, c'est de rester à ne rien faire, c'est de rester spectateur du vol, du hold-up qui se déroule souvent sous leurs yeux? Et je crois et c'est là où, je suis désolé, les gens n'aiment pas qu'on le dise, mais c'est une vérité. On a vu dans beaucoup de pays comment les populations, en se levant, on peut l'appeler soulèvement populaire ou insurrection populaire, en se levant, on peut faire reculer certains dirigeants qui voulaient s'octroyer un pouvoir à vie. Pourquoi cela peut-il se passer dans d'autres pays, mais pas dans les pays où sévit la dictature? Donc je crois que ici fondamentalement, vous parlez tout à l'heure, et je cite sur ce point-là, vous me demandiez tout à l'heure à qui la responsabilité. Je dis la responsabilité, elle est des trois côtés. Du dirigeant sortant qui a l'intention de ne jamais quitter le pouvoir, des leaders de l'opposition qui malheureusement ne prennent pas les dispositions ou les mesures adéquates pour gagner. Et dernièrement, vraiment le dernier ressort, c'est les populations malheureusement qui ne font rien, qui n'engagent rien, qui ne se mobilisent pas pour que leur vote, leur choix s'impose aux leaders politiques. Donc voilà un tout petit peu ce que j'aimerais dire en conclusion de ce sujet très important et qui malheureusement dans beaucoup de pays d'Afrique n'est pas perçu comme capital, c'est-à-dire l'alternance, c'est le peuple qui doit porter l'alternance. Même si il y a des leaders qui dirigent, qui organisent, le peuple reste le maillon le plus fort qui pourrait imposer sa voix, qui pourrait imposer son choix aux leaders politiques des deux bords. Merci. Merci, Monsieur Amedodi Kokou, d'être avec nous, citoyen engagé, et Monsieur Apom Léandre, analyste politique et défenseur des droits de l'homme. Merci à vous. Nous faisons une petite transition pour aller vers la dernière partie, mais bien avant, on va se ressourcer en 40 secondes et on revient juste derrière. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 dernières